L'histoire se souvient souvent des pharaons d'Égypte comme de souverains divins, des hommes drapés d'or, menant des armées sur des chars et érigeant des monuments qui s'élèvent encore aujourd'hui au-dessus du désert. Mais derrière cette image de rois immortels se cache une autre vérité. Ils restaient humains. Ils pouvaient saigner, ils pouvaient tomber, et parfois, leurs propres erreurs scellaient leur destin. Peu d'histoires illustrent cela aussi brutalement que la mort du pharaon Sékénenrê-Tao. L'Égypte de la fin de la 10e dynastie n'était pas l'Égypte de gloire que l'on imagine. Le pays était divisé en deux. Au nord, les souverains étrangers connus sous le nom d'Ixos contrôlaient le delta du Nil depuis leur capitale Avari. Au sud, les pharaons natifs tenaient encore Thèbes, s'accrochant au pouvoir et à leur légitimité. En surface, ils rayaient une paix fragile, un équilibre si mince qu'il donnait l'impression que deux rois pouvaient partager le même trône. Mais sous cette apparente tranquillité, l'ambition et la rancune bouillonnaient comme un feu prêt à éclater. Sékénenrê-Tao hérita de ce royaume fracturé. Jeune, ambitieux et fier, il ne pouvait supporter l'idée de voir l'Égypte aux mains d'étrangers. Il rêvait de réunifier le pays. Mais les rêves, seuls, deviennent dangereux quand ils ne s'accompagnent pas de prudence. Un jour, un message arriva du roi Ixos à Apopi. Le contenu était absurde. Apopi se plaignait que les hippopotames de Thèbes faisaient trop de bruit et troublaient son sommeil, alors même qu'il vivait à des centaines de kilomètres, à Avari. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'animaux. C'était une insulte, une provocation moqueuse. Les historiens y voient aujourd'hui un appât, un moyen de tester l'orgueil de Sékénenrê. Et Sékénenrê mordit à l'hameçon. Au lieu de préparer la guerre, il choisit la diplomatie. Il irait rencontrer Apopi, face à face, pour régler l'affaire. Mais là se trouvait son erreur fatale. Il se rendit sans la protection qu'un pharaon aurait dû exiger. Pas d'armée derrière lui, pas de rempart de garde pour le couvrir. Il marcha en territoire ennemi avec aussi peu de sécurité qu'un simple fonctionnaire. Peut-être croyait-il que l'honneur le protégerait. Peut-être était-il trop confiant. Ou peut-être avait-il simplement sous-estimé la cruauté de ses ennemis. Quoi qu'il ait cru, la vérité fut écrite non pas en mots, mais dans ses os. En 1886, des siècles après son règne, la momie de Sékénenrê fut déballée. Ce que les archéologues découvrirent fut saisissant. Son crâne portait les marques d'une faim violente, une profonde entaille d'une hache de guerre, une perforation de lance et une large coupure d'épée. Au moins 3 armes différentes, toutes dirigées vers sa tête. Il n'y avait aucune blessure défensive sous ses bras. Il ne s'était pas battu. Ce n'était pas une mort au combat. C'était une exécution. Imaginez, le roi de Thèbes, peut-être agenouillé et lié, entouré de soldats Ixos. L'un après l'autre, ils le frappèrent. Hache, lance, épée, chaque coup infligeant non seulement de la douleur, mais un message de domination. Un dieu roi d'Égypte réduit à un prisonnier exécuté comme un criminel. Pour Sékénenrê, ce fut l'ultime humiliation. Un pharaon qui cherchait la paix, qui pensait pouvoir négocier, finit le crâne fracassé et son nom gravé dans l'histoire non pas comme un conquérant, mais comme un avertissement. Pourtant, sa mort ne fut pas la fin. La nouvelle de son exécution brutale se répandit à Thèbes comme une traînée de feu. Ses fils, Kamosé et Amosi, ne laissèrent pas son sang impuni. Ils rallièrent les armées égyptiennes, rallumèrent le combat et menèrent la guerre que leur père n'avait pas su déclencher. Avec le temps, les Ixos furent chassés. L'Égypte fut de nouveau unie sous une seule couronne. Mais l'histoire de Sékénenrê-Tao demeura. Son crâne brisé devint une leçon silencieuse pour chaque souverain venu après lui. Le pouvoir n'est rien sans prudence. Le courage n'est rien sans sagesse. Un roi qui crut pouvoir entrer en territoire ennemi avec des mots au lieu d'armes ne laissa derrière lui qu'un corps brisé et une leçon gravée dans l'os. Ne fais jamais confiance à une paix offerte par l'ennemi. Parfois, ils ne viennent pas pour parler. Parfois, ils attendent avec des haches. Si la mort de Sékénenrê-Tao fut soudaine et brutale, le destin d'un autre pharaon arriva comme un effondrement au ralenti, un désastre que chacun voyait venir, mais que personne n'arrêta. Son nom était Akhénaton, le roi hérétique, souvenu comme celui qui voulut réécrire 1000 ans de fois et faillit affamer l'âme même de l'Égypte. Pendant des siècles, la religion égyptienne avait fonctionné comme une horloge. Des dizaines de dieux, des centaines de temples et une armée de prêtres maintenant les rituels en vie. Du lever au coucher du soleil, les offrandes étaient faites, les fêtes célébrées, et les dieux gardés satisfaits. La religion n'était pas seulement une foi, elle était la mécanique même de l'Égypte, liant la politique, la culture et la vie quotidienne. Puis Akhénaton monta sur le trône. Pour lui, ce vaste système n'était que chaos. Il avait une vision ou peut-être une obsession. Et si l'Égypte abandonnait ses nombreux dieux pour n'en adorer qu'un seul? Et si lui, Akhénaton, devenait l'unique représentant de ce dieu sur terre? Ce dieu, c'était Aton, le disque solaire éclatant. Akhénaton ferma les temples des anciens dieux, vida leur pouvoir et leur richesse, et fit bâtir une toute nouvelle capitale à partir de rien. Il appela Akhénaton l'actuel Amarna et la remplit d'immenses temples à ciel ouvert dédiés aux disques solaires. Les prêtres d'Amon, autrefois tout-puissants, se retrouvèrent dépouillés de leur influence. Imaginez leur stupeur. Se réveiller un matin et découvrir que le royaume que vous aviez servi pendant des générations n'avait plus besoin de vous.
Certains virent en Akhenaton un réformateur visionnaire en avance de plusieurs siècles. D'autres le considéraient comme un destructeur imprudent, démantelant des traditions qui avaient soutenu l'Égypte pendant plus d'un millénaire. Mais la religion n'était pas la seule chose qu'il négligeait. Tandis qu'il consacrait les richesses et le travail de l'Égypte à son nouveau dieu, le reste du royaume s'affaiblissait. Des lettres retrouvées aux frontières racontent les supplications désespérées de gouverneurs. Des armées ennemies menaçaient, les provinces réclamaient de l'aide. Le pharaon ne répondait pas. Akhenaton n'était pas un roi guerrier. Il n'était ni Ramsès le Grand, ni Thoutmosis le Conquérant. Il semblait détaché du champ de bataille, absorbé par sa dévotion à Aton et à sa nouvelle cité. Même son corps racontait une histoire de fragilité. L'art ancien le montre avec un crâne allongé, des membres fins, des hanches larges, une silhouette étrange, presque irréelle. Les chercheurs débattent encore, souffrait-il de maladies génétiques comme le syndrome de Marfan ou celui de Froelich? Ou bien ces représentations étaient-elles symboliques, destinées à l'incarner à la fois comme homme et femme, porteur de fertilité et de création? Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas l'apparence des pharaons forts et musclés sculptés dans les temples avant lui. Sa santé semblait fragile, et avec elle, son règne s'affaiblissait. L'Égypte, autrefois au centre du monde antique, redoutée de tous, commença à se déliter. Les alliés furent perdus, les provinces abandonnées, l'empire se rétrécit. Et puis, après 17 ans de règne, Akhenaton disparut. Sa mort reste un mystère. Était-ce une maladie, un mal génétique, ou bien le poids de la négligence et du stress? Quelle qu'en soit la cause, sa disparition provoqua une régression immédiate. Son successeur était un enfant Toutankhaton, bientôt renommé Toutankhamon. Sous l'influence de puissants conseillers, le jeune roi rétablit l'ancienne religion, rouvrit les temples et rendit leur pouvoir aux prêtres. Même son nom fut changé, rejetant Aton au profit d'Amon. En quelques années, la révolution du disque solaire s'effondra comme un château de sable balayé par la marée. Akhenaton avait tenté de transformer l'âme même de l'Égypte, mais il avait oublié une vérité simple. Le pouvoir ne dure pas sans stabilité. Il bâtit une nouvelle foi, mais il négligea les soldats aux frontières, les fonctionnaires qui maintenaient l'ordre et peut-être même sa propre santé. L'ironie est amère. Les pharaons bâtissaient des pyramides pour défier la mort, gravaient des temples pour survivre à l'éternité, menaient des guerres pour affirmer leur puissance. Akhenaton voulut laisser une trace différente, non par la conquête, mais par la croyance. Mais sa révolution s'effondra presque aussitôt qu'il quitta la scène. L'histoire se souvient de lui avec des voix partagées. Certains l'appellent le premier monothéiste, un visionnaire qui aurait aperçu la lumière d'un Dieu unique avant tous les autres. D'autres le voient comme un rêveur imprudent qui faillit déchirer l'Égypte. Ce qui reste certain, c'est ceci, le pari d'Akhenaton fut aussi grand qu'une bataille, mais il ne se perdit ni par l'épée, ni par l'assassinat. Il se perdit par la négligence, la fragilité et le poids écrasant de la tradition reprenant sa place. Un pharaon qui voulut remodeler l'éternité, brisé par sa propre humanité. Pendant des siècles, la religion égyptienne avait fonctionné comme une horloge. Des dizaines de dieux, des centaines de temples et une vaste armée de prêtres qui maintenaient les rituels en vie. Du lever au coucher du soleil, les offrandes étaient faites, les fêtes célébrées et les dieux apaisés. La religion n'était pas seulement une foi, c'était la mécanique même de l'Égypte, reliant politique, culture et vie quotidienne. Puis Akhenaton monta sur le trône. Pour lui, ce vaste système n'était que chaos. Il avait une vision ou peut-être une obsession. Et si l'Égypte abandonnait ses nombreux dieux pour n'en adorer qu'un seul? Et si lui, Akhenaton, devenait l'unique représentant de ce dieu sur terre? Ce dieu, c'était Aton, le disque solaire éclatant. Akhenaton ferma les temples des anciens dieux, vida leur pouvoir et leur richesse, et fit bâtir une toute nouvelle capitale à partir de rien. Il appela Akhenaton l'actuel Amarna et la remplit de vastes temples à ciel ouvert dédiés au disque solaire. Les prêtres d'Amon, autrefois puissants au-delà de toute mesure, se retrouvèrent dépouillés de leur influence. Imaginez leur stupeur, se réveiller un matin et découvrir que le royaume que vous avez servi pendant des générations n'avait plus besoin de vous. Certains virent en Akhenaton un réformateur visionnaire en avance de plusieurs siècles. D'autres le considéraient comme un destructeur imprudent, démantelant des traditions qui avaient soutenu l'Égypte pendant plus d'un millénaire. Mais la religion n'était pas la seule chose qu'il négligeait. Tandis qu'il consacrait les richesses et le travail de l'Égypte à son nouveau dieu, le reste du royaume commença à souffrir. Des lettres retrouvées aux frontières témoignent des supplications désespérées de gouverneurs. Des armées ennemies menaçaient, les provinces réclamaient de l'aide militaire. Ces appels restèrent sans réponse. Akhenaton n'était pas un roi guerrier. Il n'était ni Ramsès le Grand, ni Thoutmosis le Conquérant. Il semblait détaché du champ de bataille, absorbé par sa dévotion à Aton et à sa nouvelle cité. Même son corps racontait une histoire de fragilité. L'art ancien le représente avec des traits allongés, des membres fins, des hanches larges, une silhouette étrange, presque irréelle. Les chercheurs débattent encore. Souffrait-il de maladies génétiques comme le syndrome de Marfan ou celui de Froelich? Ou bien ces représentations étaient-elles symboliques, destinées à l'incarner à la fois comme homme et femme, symbole de fertilité et de création?
Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas l'allure des pharaons forts et larges d'épaules que l'on voyait gravés sur les murs des temples avant lui. Sa santé semblait fragile, et avec elle, son règne s'affaiblissait. L'Égypte, autrefois au centre du monde antique, redoutée de tous, commença à se déliter. Les alliés furent perdus, les provinces abandonnées, l'empire rétrécit. Et puis, après 17 ans de règne, Akhenaton disparut. Sa mort reste un mystère. Était-ce une maladie, une condition génétique, ou bien le poids de la négligence et du stress? Quelle qu'en soit la cause, sa disparition entraîna un renversement presque immédiat de tout ce qu'il avait construit. Son successeur était un enfant Toutankhaton, bientôt renommé Toutankhamon. Sous l'influence de puissants conseillers, le jeune roi rétablit l'ancienne religion, ouvrit les temples et rendit leur pouvoir aux prêtres. Même son nom fut changé, rejetant Aton au profit d'Amon. En quelques années, la révolution du disque solaire s'effondra comme un château de sable balayé par la marée. Akhenaton avait tenté de transformer l'âme même de l'Égypte, mais il avait oublié une vérité simple. Le pouvoir ne dure pas sans stabilité. Il bâtit une nouvelle foi, mais il négligea les soldats qui gardaient ses frontières, les fonctionnaires qui maintenaient son royaume, et peut-être même sa propre santé. L'ironie est amère. Les pharaons bâtissaient des pyramides pour défier la mort, gravaient des temples pour survivre à l'éternité, menaient des guerres pour prouver leur force. Akhenaton voulut laisser une trace différente, non par la conquête, mais par la croyance. Mais sa révolution s'effondra presque aussitôt qu'il quitta la scène. L'histoire se souvient de lui avec des voix partagées. Certains l'appellent le premier monothéiste, un visionnaire qui aurait aperçu la lumière d'un Dieu unique avant tous les autres. D'autres le voient comme un rêveur imprudent qui faillit déchirer l'Égypte. Ce qui reste certain, c'est ceci, le pari d'Akhenaton fut aussi grand qu'une bataille, mais il ne se perdit ni par l'épée, ni par l'assassinat. Il se perdit par la négligence, la fragilité et le poids écrasant de la tradition reprenant sa place. Un pharaon qui voulut remodeler l'éternité, brisé par sa propre humanité. Même son propre corps racontait une histoire de fragilité. L'art ancien le représente avec des traits allongés, des membres fins, des hanches larges, une silhouette étrange, presque irréelle. Les chercheurs débattent encore. Souffrait-il de troubles génétiques comme le syndrome de Marfan ou celui de Froelich? Ou bien ces représentations étaient-elles symboliques, destinées à le montrer à la fois homme et femme, incarnant la fertilité et la création? Ce qui est certain est qu'il n'avait pas l'allure des pharaons robustes et larges d'épaules que l'on voyait gravés sur les murs des temples. À l'époque de Psouséné Ier, l'âge d'or des bâtisseurs de pyramides et des conquérants était déjà loin derrière. Il régna durant la Xixi dynastie, une période où l'Égypte n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le pouvoir était partagé entre la cour royale au nord, Atani, et les prêtres d'Amon-Atheb. Ce n'était plus un empire puissant, mais plutôt deux branches d'un même royaume fragile tentant de fonctionner sous le même nom. Psouséné n'était pas un pharaon guerrier gravant son nom dans des terres étrangères. C'était un administrateur, un diplomate, un homme qui cherchait à maintenir l'équilibre entre pouvoir religieux et politique. Son règne fut long, certains disent plus de 40 ans et majoritairement paisible. L'Égypte commerçait, construisait des temples et survivait. Pour un pays meurtri par des siècles de guerre et de division, cette stabilité était déjà un exploit. Sa tombe, découverte en 1940 par l'archéologue français Pierre Montet, révéla un homme d'une grande richesse et dignité. Alors que la plupart des pharaons reposaient dans l'or, Psouséné fut enterré dans un cercueil d'argent massif, une rareté extraordinaire dans l'Égypte ancienne, où l'or était courant mais l'argent beaucoup plus précieux. Ces trésors funéraires parlaient de statut et de respect. Tout indiquait que son règne devait s'achever dans l'honneur, célébré comme une ère de calme dans des temps tourmentés. Mais quand les scientifiques examinèrent sa dépouille, ils découvrirent quelque chose de choquant. Pas de blessures de guerre, pas de traces de poison, pas de preuves d'assassinat. C'est sa bouche qui raconta l'histoire. Psouséné souffrait d'une terrible maladie dentaire. Ses dents étaient cariées, infectées, certaines manquaient. Ses gencives étaient enflées, purulentes. La douleur qu'il dut endurer est inimaginable. Chaque bouchée de nourriture devait brûler comme du feu. Mais la douleur n'était que le début. À une époque sans antibiotiques, une infection dentaire pouvait être fatale. Une fois que les bactéries atteignaient le sang, la septicémie s'installait presque toujours mortelle. C'est une ironie cruelle. Psouséné avait régné avec stabilité, maintenu la paix, équilibré un royaume fracturé. Il pouvait protéger son trône, sa couronne, ses trésors, mais il ne pouvait pas se protéger d'une infection. Le puissant pharaon, qui commandait armée et prêtres, fut terrassé par quelque chose d'aussi petit qu'une carie. Pensez grec un instant. Un homme adoré comme un dieu, enterré dans l'argent, vaincu non par des envahisseurs ni par des traîtres, mais par la marche invisible des bactéries. Le tueur qui l'abattit était un ennemi qu'aucune gare ne pouvait arrêter, qu'aucun mur ne pouvait repousser, et qu'aucun pouvoir ne pouvait empêcher. Cela nous rappelle une vérité cruelle. Dans le monde antique, la mort n'arrivait pas toujours avec fracas. Parfois elle venait doucement, par une dent infectée, une fièvre invisible, un lent empoisonnement du sang. Pour les gens de son temps, Psouséné fut un souverain qui apporta la paix. Pour nous, il est aussi un rappel que, peu importe le pouvoir qu'un homme détient,
il ne peut échapper à la fragilité de son corps. N'était que le début. À une époque sans antibiotiques, une infection dentaire pouvait être fatale. Une fois que les bactéries atteignaient le sang, la septicémie s'installait presque toujours mortelle. C'est une ironie cruelle. Psouzené avait régné avec stabilité, maintenu la paix, équilibré un royaume fracturé. Il pouvait protéger son trône, sa couronne, ses trésors, mais il ne pouvait pas se protéger d'une infection. Le puissant pharaon, qui commandait armées et prêtres, fut terrassé par quelque chose d'aussi petit qu'une carie. Pensez grec un instant. Un homme adoré comme un dieu, enterré dans l'argent, vaincu non par des envahisseurs ni par des traîtres, mais par la marche invisible des bactéries. Le tueur qui l'abattit était un ennemi qu'aucune garde ne pouvait arrêter, qu'aucun mur ne pouvait repousser, et qu'aucun pouvoir ne pouvait empêcher. Cela nous rappelle une vérité cruelle. Dans le monde antique, la mort n'arrivait pas toujours avec fracas. Parfois elle venait doucement, par une dent infectée, une fièvre invisible, un lent empoisonnement du sang. Pour les gens de son temps, Psouzené fut un souverain qui apporta la paix. Pour nous, il est aussi un rappel que, peu importe le pouvoir qu'un homme détient, il ne peut échapper à la fragilité de son corps. Les pharaons bâtissaient des pyramides pour défier la mort. Ils menaient des guerres pour graver leur nom dans l'éternité. Pourtant, Psouzené Ier quitta ce monde humblement, terrassé par la même faiblesse qui nous menace encore aujourd'hui. Il survécut aux intrigues des prêtres, aux divisions politiques, aux marées changeantes de l'histoire, mais il ne survécut pas à ses propres dents. Le dieu-roi, abattu non par un empire, mais par une infection. Ramsès III est souvent considéré comme le dernier grand pharaon du nouvel empire. C'était un guerrier, un bâtisseur, un homme qui se tenait sur le champ de bataille lorsque les ennemis de l'Égypte pressaient à toutes ses frontières. Il repoussa les Libyens, affronta les mystérieux peuples de la mer et, un temps, parvint à maintenir l'Égypte unie alors qu'elle menaçait de se désagréger. Pour son peuple, il était un roi fort, un défenseur de la terre. Mais l'ennemi le plus dangereux que Ramsès ait jamais affronté ne traversa pas le désert et n'arriva pas par la mer. Sa menace la plus mortelle dormait sous le même toit, mangeait à la même table et complotait au cœur même de son palais. Cette histoire est connue sous le nom de la conspiration du harem. Parmi les épouses de Ramsès se trouvait une femme nommée Ti, une reine secondaire, mais animée d'une ambition brûlante. Elle voulait que son fils, Pentaouret, hérite du trône à la place du prince héritier officiel. Et une ambition comme la sienne ne pouvait rester silencieuse. Ti commença à tisser un complot, non pas des rumeurs chuchotées ou des plans hésitants, mais un véritable coup d'État. Elle rallia des conspirateurs, des serviteurs, des fonctionnaires, même des officiers militaires. Le palais, cœur même du pouvoir égyptien, devint un nid de trahison. Le plan était audacieux et impitoyable. Assassiner le pharaon pendant la fête de paix. À Thèbes, lorsque la ville serait en liesse et que la garde de Ramsès serait relâchée. Frapper non dans l'ombre, mais au cœur même de la célébration publique. Que Ramsès soupçonnait ou non le danger reste un débat. Certains pensent qu'il sous-estima le complot. D'autres croient qu'il ne le vit jamais venir. Mais son corps raconte la vérité de la fin. En 2012, des examens modernes de la momie de Ramsès III révélèrent une profonde entaille à la gorge, si sévère qu'elle avait presque décapité le pharaon. Caché sous les bandelettes, les embaumeurs avaient placé un amulette, l'œil d'Horus, posé sur la blessure comme pour la guérir dans l'au-delà. C'était un aveu silencieux. Le pharaon n'était pas mort dans son lit. Il avait été égorgé. La trahison fut vertigineuse. Ramsès, l'homme qui avait défendu l'Égypte contre les envahisseurs étrangers, fut abattu par les larmes de ceux qui l'entouraient, des hommes et des femmes qui lui souriaient, le servaient, peut-être même portèrent un toast à sa santé la veille de son meurtre. Pour un roi guerrier, c'était l'ironie la plus cruelle. Il bâtit des murailles contre les ennemis de l'extérieur, mais se laissa surprendre par les poignards de l'intérieur. Les conséquences furent rapides et brutales. Les conspirateurs furent traînés en justice. Des documents anciens, conservés sur papyrus, relatent des interrogatoires, des exécutions et des suicides forcés. Certains furent brûlés vifs, d'autres laissés à pourrir. Pentaouret, le fils que Ti voulait placer sur le trône, fut reconnu coupable et reçut un sort funeste. Les preuves suggèrent qu'on l'obligea à se donner la mort. Son corps, découvert des siècles plus tard, fut enterré à la hâte, enveloppé dans une peau de chèvre, un signe de déshonneur. Le complot échoua, mais pour Ramsès, la victoire arriva trop tard. Son sang avait déjà taché les sols du palais. Sa mort marqua le début de la fin pour la grandeur de l'Égypte. L'empire qui avait résisté des siècles entra en déclin, et bien que Ramsès III soit resté dans les mémoires comme le dernier grand roi fort, son assassinat montra à quel point cette force était devenue fragile. C'est un rappel glaçant. Les menaces les plus dangereuses ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles se cachent dans l'ombre de votre propre maison. Ramsès III défendit l'Égypte avec courage, mais il ignora les murmures dans ses couloirs. Et à la fin, ce ne fut pas une armée étrangère qui le tua. Ce fut la trahison à sa propre table. Le pharaon guerrier abattu par les couteaux de ses proches. Cléopâtre, un nom qui a survécu aux empires, porté par le souffle de l'histoire comme un symbole de beauté, d'intelligence et de tragédie. Elle fut la dernière pharaon d'Égypte, et avec elle,
plus de 3000 ans de royauté prirent fin. Mais son histoire n'est pas seulement faite de séduction et de glamour, comme tant de récits l'ont dépeinte. Cléopâtre fut une stratège, une reine qui joua la partie politique la plus dangereuse de son temps. Et à la fin, elle misa tout sur Rome, et perdit. Cléopâtre accéda au pouvoir à une époque où l'Égypte n'était plus la puissance incontestée du monde antique. Rome montait, engloutissant les royaumes imparains, et l'Égypte se trouvait dans son ombre. Pour survivre, Cléopâtre devait faire plus que régner. Elle devait manœuvrer, manipuler et forger des alliances capables de préserver son trône. Quand Jules César arriva en Égypte, pris dans sa propre guerre civile, Cléopâtre saisit sa chance. La légende raconte qu'elle fut introduite en cachette dans le palais, roulée dans un tapis, ou peut-être dans un sac de lin, pour contourner ses ennemis et rencontrer César face à face. L'image est iconique, la jeune reine révélée devant le général romain, audacieuse et sans peur. Leur alliance, à la fois politique et personnelle, assura sa prise sur le trône. Ensemble, ils eurent un fils, Césarion, et pendant un temps Cléopâtre fut plus puissant que jamais. Mais le destin est cruel. Quand César fut assassiné en 44 avenue Jésus-Christ, le monde de Cléopâtre bascula de nouveau. Elle avait besoin d'un nouvel allié, et le trouva en Marc-Antoine, ancien général de César et l'un des hommes les plus puissants de Rome. Leur partenariat fut ardent, passionné et surtout politique. Cléopâtre apporta l'immense richesse de l'Égypte, Antoine ses légions romaines. Ensemble, ils semblaient invincibles. Pourtant, à Rome, un autre homme s'élevait, Octave, l'héritier adoptif de César. Là où Antoine était charismatique, Octave était froid, calculateur, impitoyable. Leur rivalité était inévitable et l'Égypte de Cléopâtre se retrouva prise au milieu. En 31 avenue Jésus-Christ, le conflit éclata à la bataille d'Actium. Les forces de Cléopâtre et d'Antoine affrontèrent la flotte d'Octave dans un choc décisif. Mais la bataille tourna au désastre. Encerclée, acculée, Cléopâtre ordonna la retraite de ses navires. Antoine la suivit et leur armée s'effondra dans le chaos. Le rêve d'une alliance égypto-romaine s'écroula en poussière. De retour à Alexandrie, la fin arriva vite. Des rumeurs atteignirent Antoine, affirmant que Cléopâtre était morte. Brisé, il se jeta sur son épée. Quand Cléopâtre apprit la vérité qu'Octave prévoyait de l'exhiber à Rome comme trophée vivant de sa conquête, elle refusa de lui offrir cette satisfaction. Elle ne défilerait pas dans les rues de Rome enchaînées. L'histoire raconte qu'elle fit entrer en contrebande dans sa chambre un panier de figues, à l'intérieur duquel se cachait un aspic venimeux, un cobra sacré pour l'Égypte. Elle pressa le serpent contre sa peau et laissa le poison agir. D'autres croient qu'il s'agissait d'un onguent empoisonné ou d'une épingle à cheveux trempée de venin. Quoi qu'il en soit, Cléopâtre choisit sa propre fin. Elle mourut comme elle avait vécu, selon ses propres règles, refusant de plier. Mais derrière la légende se cache une vérité amère. Cléopâtre avait d'autres chemins possibles. Elle aurait pu se rendre, négocier ou fuir vers la Nubie. Elle aurait pu choisir ses alliés plus prudemment durant les guerres civiles de Rome. Au lieu de cela, elle lia le destin de l'Égypte à deux hommes romains, César et Antoine, et lorsqu'ils tombèrent, elle tomba avec eux. Sa mort marqua la fin de l'Égypte en tant que royaume indépendant. Avec son départ, l'Égypte devint une province de Rome, sa gloire absorbée dans un empire étranger. Et pourtant, l'histoire de Cléopâtre n'a jamais disparu. Était-elle une séductrice ou une stratège? Une joueuse téméraire ou une reine brillante qui tenta de sauver sa nation? Peut-être fut-elle tout cela à la fois. Ce que l'histoire retient surtout, c'est l'image d'une reine qui défia les conquérants, qui préféra mourir avec dignité plutôt que vivre dans l'humiliation.